merci à vous d'être présent et puis d'accepter de passer quelques minutes à réfléchir à des sujets qui sont très proches en fait de sujets de recherche. Donc en particulier au début, ça risque d'être un tout petit peu choquant, il va y avoir des courbes, des graphes, etc. Je vous promets qu'à la fin, c'est censé faire sens et que ces sujets ont été discutés, par exemple, viennent effectivement de mon expérience antérieure qui, pour le coup, a aussi des dimensions assez pratiques, puisque j'ai eu l'occasion de travailler dans l'industrie pendant 10-12 ans avant de retourner au milieu académique, et que cette recherche a été inspirée beaucoup par une expérience très personnelle que j'ai d'être pilote privé. Et ayant été formé à Air France, il n'y a personne d'Air France dans la salle, ayant été formé à Air France, j'ai beaucoup de contacts avec Air France, et cette recherche a beaucoup été discutée avec les gens qui gèrent les équipages et les équipes cockpit à Air France, et on est arrivé à la conclusion, dans le fond, que ceci permettait d'expliquer beaucoup la manière dont ils composaient leurs équipages pour assurer la sécurité des vols. Donc ça c'est pas totalement absurde, c'est pas totalement déconnecté de problématiques très concrètes, même si ça va décoller un petit peu fort. Donc voilà. Pourquoi ça va décoller un peu fort? On est sur la bonne page? Non, il faut que je clique quelque part. Je fasse un petit Alt-Tab peut-être. Vas-y. Donc pour décoller, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent la théorie des options réelles? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Alors bon, là on a un professeur de finance qui malheureusement est... donc, alors je mentionne ça parce que c'est une littérature qui a été développée. Option, ça paraît un terme un peu financier, mais le mot réel, c'est dire que c'est quand on traite de projets réels de l'entreprise. Et donc c'est des théories qui ont été développées, qui ont été beaucoup utilisées dans l'industrie pharmaceutique, pour essayer d'expliquer aux gestionnaires que dans le fond, quand on doit produire 10 médicaments par an, et que dans ces 10 médicaments par an, ça serait bien qu'il y en ait un qui devienne ce qu'on appelle un blockbuster, mais que pour obtenir ce 1 et donc ce 10, il faut en mettre 100 en amont, en fait on joue sur un portefeuille. Vous voyez de nouveau le terme financier, on joue sur un portefeuille, et il faut que dans ce portefeuille, si possible, il y en ait un qui soit il y ait un des projets qui soit bon. Donc on appelle ça une option réelle. Et en fait, ce dont je veux vous parler, c'est philosophiquement quelque chose qui est relié à ça. C'est de dire, moi j'ai à gérer des équipes, j'ai à gérer des projets, et est-ce que je suis juste là pour essayer de me dire, oh, il faudrait que ça aille mieux tout ensemble, ou est-ce que dans le fond, il y a des fois où on ne devrait pas se dire, du moment qu'il y en a un qui marche, c'est déjà pas mal. Alors c'est pas obligatoirement, ça n'est pas obligatoirement tout le monde à l'aise, mais néanmoins dans un certain nombre d'industries et dans un certain nombre de contextes où on cherche une innovation, et à partir du moment où une innovation radicale, c'est potentiellement une approche qu'on peut envisager. Donc voilà la tête que ça peut avoir, si on met ça en forme. Et on va parler après de diversité. Hein. Donc on va d'abord démarrer par l'aspect la performance, l'innovation. Donc normalement, quand on fait de la recherche, mais y compris vous, dans vos paradigmes de réflexion de praticiens, on a tendance à se dire, je veux augmenter la performance, ce qui veut dire en fait que vous cherchez à augmenter la performance qu'on appelle en moyenne. C'est-à-dire que vous essayez de vous dire, tout le monde doit bouger en bloc, et c'est l'ensemble de ce pataquès qui doit monter. Le problème, c'est que... donc, ce que vous cherchez à voir, c'est quels sont les facteurs qui augmentent la performance en moyenne. Le petit problème, c'est que le potentiel, ce que je vais appeler le potentiel de performance extrême, est souvent ce qui vous intéresse. C'est-à-dire, si vous dites, je suis le patron d'Apple et je veux sortir un produit qui va exploser la planète, dans le fond, vous n'êtes pas obligatoirement intéressé à savoir ce qui se passe en moyenne. Si vous sortez une fois tous les 10 ans un produit comme l'iPhone, vous êtes riche. Donc, est-ce que la moyenne est importante? Vous voyez, dans l'exemple que je viens de vous donner, pas tellement. De même, si vous êtes Air France, faire la moyenne sur les vols, sachant que dans certains vols, il y a un crash, ça ne veut pas obligatoirement dire grand-chose. Ce qui vous intéresse, c'est d'éviter les crashs. De nouveau, vous vous rendez compte que si vous êtes le patron des ressources humaines d'Air France et que vous devez mettre au point une règle sur la composition des équipages, ce n'est pas la performance moyenne de l'équipe qui vous intéresse de manière primaire, c'est d'éviter un cas extrême. Donc vous voyez bien que là, on est en train de toucher deux situations concrètes où en fait, dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est dans un cas de toucher une performance extrême et dans l'autre cas d'éviter une performance extrême. Donc, si on est en permanence en train de réfléchir sur les moyennes alors qu'en fait c'est les extrêmes qui nous intéressent, on a peut-être un petit problème. Donc là, je vous donne des exemples où la performance basse qui nous importe, c'est des équipages par exemple en aviation, mais ça peut être aussi dans le domaine financier, si je suis le régulateur, si je suis l'AMF, et que je suis là pour m'assurer que les boîtes qui sont cotées au CAC 40 ne crachent pas, je suis peut-être seulement intéressé à éviter qu'il y ait une faillite, ce qui, pour le cas du CAC 40, est un cas extrême, malheureusement, qui arrive. Et donc, j'ai peut-être intérêt à regarder ça sous l'angle de je veux éviter l'extrême et non pas m'intéresser à savoir ce qui augmente la capacité des boards en moyenne.
Donc sur la performance haute, les startups, donc les gens qui gèrent des portefeuilles de startups, de même, souvent en fait, ils sont gérés pour pouvoir faire une introduction en bourse avec un retour exceptionnel. La moyenne, bon, c'est pas obligatoirement ce qui nous intéresse. Et bon, donc là, pour arriver au projet aux questions qui nous intéressent, on peut être intéressé dans les équipes de projet à avoir des innovations radicales. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on recherche quelque chose qui n'est pas en fait capturable par la moyenne. Alors là, on va passer la slide la plus désagréable, celle où il y a des horribles courbes, mais c'est juste pour être bien clair de ce qu'on fait. Parce qu'après, je vais vous montrer les résultats pratiques, et ce sera plus facile à interpréter si on est bien clair. Donc ce qu'on fait normalement, quand on fait de la recherche, mais vous faites la même chose au moins implicitement, et certains d'entre vous explicitement, vous avez un facteur, par exemple la diversité, et vous vous dites, est-ce que la diversité augmente ma performance? C'est ça que vous faites. Et alors implicitement, donc on fait une ligne de régression. Et bon, tout ça, ça va parce qu'on suppose qu'il n'y a pas de changement au niveau de la variabilité. Et donc là, j'introduis un nouveau concept, c'est de dire, en fait, quand mon facteur bouge, est-ce qu'il se passe quelque chose ici? Pas tellement est-ce que ça monte en moyenne, mais est-ce que l'écart entre les performances se met à bouger? Alors, tant que l'écart entre les performances ne bouge pas, il n'y a pas de question à se poser, parce que dans le fond, ce qui augmente la moyenne augmente aussi l'occurrence de l'événement très haut et diminue aussi l'occurrence de l'événement très bas. Jusque-là, tout est simple, quand il n'y a pas d'effet sur la variabilité. Alors là où c'est plus compliqué, c'est s'il y a des effets sur la variabilité. Donc je vais vous montrer deux schémas, pour qu'on soit bien clair. C'est que vous voyez, c'était par exemple, on va commencer à parler de diversité, on va bientôt avoir une petite théorie sur la diversité. Mais si j'introduis la diversité, et que je suppose que la diversité, par exemple, réduit la variabilité, vous pourriez avoir un cas où en fait, dans le fond, en augmentant la diversité, vous augmentez la moyenne de votre performance, mais vous réduisez l'occurrence de choses tout à fait intéressantes qui étaient peut-être ce que dans le fond vous recherchiez. On prend le cas inverse. Peut-être que si votre diversité augmente la variabilité, en augmentant la diversité, vous êtes toujours, regardez bien, dans les trois cas, la diversité augmente la performance. C'était un cas, en supposant que ce soit ça l'effet. Dans les trois cas, la diversité augmente la performance en moyenne, mais regardez bien, là, ça avait l'inconvénient de réduire les innovations radicales, et là, ça a l'inconvénient d'augmenter les catastrophes. Donc si vous êtes chez Air France, ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout, alors que la diversité est bonne. Là, si vous êtes chez Apple, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, alors qu'en une fois, la diversité est bonne en moyenne. Donc, au niveau raisonnement méthodologique, voilà ce qui va nous préoccuper, c'est de se dire, ah purée, mais en fait, c'est peut-être ça qu'il faudrait que je regarde. Plutôt que de me dire, est-ce que mon truc augmente la moyenne? Donc je vais vous montrer, je vais vous proposer une théorie, donc c'était mon sujet de thèse, donc il y a toute une théorie derrière sur qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la diversité. C'était le thème d'aujourd'hui, c'était les ressources humaines, et il s'est avéré que j'ai travaillé sur la diversité des équipes. Et la littérature de la diversité des équipes a passé 30 ans à se dire, ah, est-ce que ça c'est plus haut que ça? Et mon sujet de thèse, c'était de dire, ah, peut-être qu'on aurait dû regarder celui-là. C'est pas plus compliqué que ça, une thèse. Ça prend 3 ans, mais à part ça. Voilà. Alors, la théorie, elle est là. La théorie, je vais vous l'expliquer, parce que ça, c'est horrible comme... Mais en gros, ça dit quoi? Voilà ce que dit la théorie. Elle dit que si je mets ma diversité ici et que je mets ma performance là, je fais l'hypothèse, et on le vérifie relativement bien sur le terrain, qu'en fait, j'ai beaucoup de risques quand j'ai une équipe très homogène, et j'ai beaucoup de risques quand j'ai une équipe très diverse. Et entre les deux, le risque a tendance à se réduire. Et pourquoi j'ai cet effet de risque aux deux extrêmes? C'est parce qu'en fait, il y a deux choses qui jouent avec le risque. C'est que j'ai un aspect informationnel et un aspect social. Une équipe qui est très diverse, c'est une équipe qui a beaucoup d'informations. Pour eux, ça va aller bien, et en général, ils ne manquent pas d'informations, mais par contre, ils risquent de ne pas s'entendre. Donc ils ont un risque social qui devient très important et dangereux quand ils sont très divers. Par contre, s'ils s'entendent, alors là, c'est les rois de la cacahuète. Donc, vous pouvez sentir intuitivement ce qui se passe ici. Ça, c'est les équipes qui sont très diverses et qui ont pu faire usage de leurs compétences. Et puis ici, vous avez celles qui n'ont pas pu faire usage de leurs compétences. Et pour le coup, quand elles plantent bien, d'une manière qui est fondamentalement différente de celle-là, mais elles plantent bien. Okay, et si vous allez au bout du spectre, c'est exactement le raisonnement inverse. Quand vous avez une équipe très homogène, a priori, ils vont plutôt très bien s'entendre, mais par contre, régulièrement, ils vont tomber face à des problèmes donc ils sont incapables de gérer puisqu'ils n'ont pas l'information qu'il faut. Donc vous trouvez des équipes ici qui vont tomber malheureusement, donc là typiquement, je prends une équipe de projet où il n'y a que des ingénieurs, et on leur donne un problème qui malheureusement demandait des compétences marketing. Dommage pour eux, ça ne va pas du tout. Bon, par contre là, vous tombez sur une équipe d'ingénieurs qui devait faire que juste un travail d'ingénieur, alors là, c'est les rois de la cacahuète, encore une fois, ça peut très bien se passer comme très mal se passer. Donc voilà la théorie
sous-jacentes aux travaux qu'on a fait. Et je vais vous montrer, pour l'illustrer, des données qu'on a analysées, où on voit l'effet de manière intéressante. Alors juste pour être bien clair dans les données, je vais vous montrer dans quelques secondes. En fait, on est dans cette situation-là, parce qu'en fait, d'un point de vue empirique, en fait, un des problèmes qu'on a quand on va sur le terrain, donc on va voir ce qui se passe dans les vraies entreprises, c'est qu'on a rarement des équipes qui sont dans le spectre complet. C'est-à-dire que la plupart des entreprises ont tendance à faire quelque chose, ont une culture sur la manière de composer les équipes. Alors, c'est pas obligatoirement une culture, c'est pas obligatoirement un choix, c'est pas toutes les boîtes disent je veux être divers et j'y arrive. Ça serait trop simple. Ça peut être aussi, vous êtes là, pourquoi? Parce que tout bêtement, il s'avère que vous prenez Air France par exemple, je donne un exemple, c'est pas mes données de thèse ne viennent pas d'Air France, mais c'est un cas que je connais bien. Chez Air France, ils ont un petit problème, c'est qu'ils ont beaucoup de pilotes français. Donc si vous cherchez à travailler sur la diversité en nationalité à Air France, ben, vous êtes contraint, parce que de toute façon dans leur cockpit, ils ont principalement les Français, donc si vous prenez la population des équipes cockpit, ben, c'est toujours un peu des équipes homogènes. De temps en temps, il y a un Belge qui traîne, donc cette équipe-là, elle tombe là, mais en gros, la population est là. Okay, donc on est généralement ou dans un cas par là, ou dans un cas par là. Alors les données que je vais vous montrer sont les données où on est là. C'est quoi, pour être précis? C'est des cadres supérieurs qui étaient en formation continue dans une grande école de commerce, pas celle-ci, celle où j'ai passé ma thèse, et ces cadres devaient faire un exercice de simulation pendant 3 jours. Donc on a assemblé ces équipes, on leur a dit vous gérez une boîte pendant 3 jours. Donc c'est assez réel parce que tout le monde met un point d'honneur quand même pendant 3 jours de simulation à ce que face aux autres cadres, ça se passe bien. Donc c'est relativement stimulant, on considère qu'ils ont fait des gros efforts. Et donc ces cadres étaient malheureusement très homogènes. Pourquoi? Parce que c'était tous des hommes de 45 ans, blancs. Donc on était plutôt à gauche. Voilà. Et donc je vais vous montrer les données juste pour que vous voyez bien quel effet ça fait. Oui. Oui. Donc votre frontière, je comprends bien la courbe du bas, vous avez un peu celle CAPM, le revenu corrigé en fait, rapidement. Donc vous avez la frontière efficience du bas, de votre courbe du bas. Oui. Et votre courbe du haut, vous avez un exemple, puisque la frontière efficience arrive au même endroit. Là, l'équipe de courbe du haut, là, par exemple, c'est les équipes homogènes, donc c'est les équipes qui vont bien parce qu'on leur a demandé de faire ce qu'elles savaient faire. Okay, là, c'est une équipe qui va pas bien parce qu'on leur a demandé de faire ce qu'elles ne savaient pas faire. Mais vous trouvez quand même les mêmes points de conclusion au niveau de l'efficience, de la frontière d'efficience, au niveau de la composition d'équipe. Là, dans l'exemple qu'on va donner, on va regarder pas tellement là-haut par rapport au bas, on va regarder à gauche et on va voir ce schéma-là. Vous allez voir dans 2 secondes, vous allez voir exactement ce schéma-là dans les données. Okay, on va regarder. J'ai préparé ma thèse, j'ai travaillé sur la partie haute. Ah oui, d'accord. Là, tout de suite, si on demande aux financiers, ils ont tout de suite des questions plus compliquées. Voilà. Donc, je vous montre des données. Donc, c'est une réelle analyse. En fait, ce qui est intéressant dans ce papier, d'ailleurs, c'était qu'en fait, c'est un papier qui a été publié et eux, ils cherchaient l'effet moyen. Donc, moi, j'ai juste dit, tiens, on va réanalyser et on va essayer de réfléchir, en fait, dans le fond, ce qui se passait réellement. Et donc, en fait, voilà. Donc, on a des équipes. Donc, je vous rappelle, elles sont très homogènes, moyennement homogènes. Et puis, il y a la performance de mes équipes. OK? Et puis, bon, comme il y avait 35 équipes, il y en a une au milieu, 17 à gauche, 17 à droite. J'ai partagé l'échantillon en 2 blocs. Et puis, à gauche, je mets la performance. Donc là, l'axe, c'est la performance. Et donc, ce qui est assez intéressant de remarquer, je vais vous mettre un petit sous-titré pour qu'on voit le... Voilà. Donc, ça, c'est l'effet moyen. Okay. L'effet moyen, en fait, dans le fond, de la diversité n'était pas très fort. Et pour ceux qui s'intéressent à la statistique, en fait, il était probablement négligeable. En fait, il n'y avait pas l'effet de la diversité. Ce qui est d'ailleurs ce qu'on trouve beaucoup dans la littérature depuis 30 ans. C'est qu'en fait, on a du mal à montrer un effet de la diversité sur la performance. Voilà. Alors maintenant, si je fais apparaître la variabilité, pour le coup, je vais cliquer sur je sais pas quoi. Voilà. Pour le coup, la variabilité, il y avait un effet qui lui est statistiquement significatif et d'ailleurs visuellement, vous pouvez le voir. Hein, c'est clair que la dispersion des points à gauche est différente de la dispersion des points à droite. Et c'est vrai au niveau statistique. Si on emploie des outils statistiques, ce n'est pas seulement à l'œil. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en fait, donc on voit bien que, effectivement, équipe très homogène, grosse variabilité, puis ça se réduit, et si j'avais une population qui était réellement homogène, j'espère que je retrouverais l'autre effet, mais là, je ne l'ai pas dans cette population-là. Alors, autre chose qui est intéressant, et donc j'ai dû le souligner, c'est qu'en fait, si le but était d'être dans les premiers, alors vous pouvez vous dire que vous êtes dans une business school, il y a 35 équipes, franchement, est-ce que ça vous intéresse d'être le 16e plutôt que le 17e? La seule chose qui vous intéresse, c'est de savoir si vous êtes dans les 2 ou 3 premiers, à qui on va dire groupe numéro 24, au fait, comment vous avez fait pour avoir un tel revenu. Donc la seule chose qui les intéressait, c'est d'être dans les 2 ou 3 premiers. Si c'était ça leur but, ben en fait, il va les mettre à gauche. Et de manière intéressante, contradictoirement au fait que, dans le fond, la diversité est censée être bonne. Bon. Alors, de combien ceci est une preuve, on peut en débattre, mais néanmoins, vous voyez que ça devient vite assez concret quand même, parce que là, vous avez juste 35 équipes, vous voyez vite l'effet, en fait, dans le fond, la bonne config, si vous voulez avoir des gens qui fassent des choses très originales et très bonnes, et bien en fait, c'était dans le fond avoir une équipe très homogène.
Encore une fois, je ne prends pas parti dans le débat diversité ou non, parce que clairement, de l'autre côté, j'imagine qu'on aurait pu aussi trouver des équipes extrêmement bonnes, des équipes très gagnantes, si on avait eu des équipes extrêmement diverses. Mais on aurait eu aussi, par contre, quelques équipes qui auraient vraiment planté, franchement. Donc voilà, donc cette théorie sur la diversité, elle dit ça, et ça a des applications concrètes assez rapidement. Donc je vais essayer de vous faire la synthèse. Voilà. Alors, un point important, c'est qu'en fait, moi, personnellement, dans ma recherche, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement la diversité. Donc c'est bien plus large ce qui vous intéresse, vous, au niveau ressources humaines. C'est-à-dire, il y a sûrement d'autres facteurs qui créent de la variabilité dans l'organisation. Et par exemple, un de nos collègues, il s'avère dire que c'est une personne qu'on a recrutée à l'ESSEC l'année dernière, donc j'ai la chance d'avoir une des rares personnes qui a publié là-dessus, a montré que le style charismatique, donc c'est défini formellement, le fait d'avoir un leader qui a un style charismatique, implique que la variabilité de l'entreprise est plus élevée. Donc, donc on pourrait étudier effectivement les styles de leadership, etc. Et donc il y a d'autres facteurs que la diversité qui pourraient augmenter la variabilité, et ceci aurait des conséquences si vous êtes intéressé à faire soit la performance très haute ou à éviter la performance très basse. Alors, il y a une suspicion, et donc ça fait partie, c'est pour ça que j'ai mis une catégorie un peu next step au niveau de la recherche, et nous avons une suspicion que dans chaque industrie, on gère ça de manière idiosyncratique. Chaque industrie a sa manière de le faire. Typiquement, la manière dont Air France gère ses équipages est totalement différente de la manière dont Hollywood gère ses équipes de créatifs. Et en fait, de manière implicite, il est possible qu'en fait chaque industrie ait pris l'habitude. Et là, je vais vous donner une idée, et vous allez voir pour le cas d'Hollywood, j'espère que je vous le citerai, c'est que si je remets mon schéma général, de dire j'ai beaucoup de risques à gauche, beaucoup de risques à droite, un peu de risques au milieu, vous pouvez voir apparaître des choses, vous pouvez soupçonner que certaines industries vont être à certains endroits. Par exemple, allons-y, on va en prendre un. Non, je suis censé utiliser ça. C'est de se dire, les industries qui veulent des choses extrêmement élevées, donc typiquement dans l'innovation, elles peuvent à la fois dire, moi je vais prendre des équipes extrêmement diverses, donc des équipes typiquement créatives, on va vraiment mettre des gens très différents, ou en même temps des équipes extrêmement homogènes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de quelle est l'équipe la plus homogène qu'on puisse avoir? Pardon? Mais en termes de composition d'une équipe, comment vous la feriez? Quelle est la manière la plus simple d'avoir une équipe fondamentalement homogène? Oui, je crois que vous avez la réponse. Une seule personne. Donc vous voyez, dans beaucoup de métiers créatifs, la littérature et le cinéma, vous n'avez qu'un seul gars. Si vous voulez prendre du risque, allez-y. Pas inintéressant. Donc voilà. Donc vous pouvez effectivement, de même, dans les équipes de start-up, on a aussi tendance à trouver, donc là c'est l'exemple qui vient plus plus classique de la business school, on est assez étonné que dans le milieu des VC, ils ont tendance à tolérer des équipes qui sont extrêmement homogènes, et dans cette industrie, dans le fond, on peut se demander s'ils le font parce que ils n'ont pas le choix, ou s'ils le font parce qu'ils savent qu'une équipe très homogène, dans le fond, de temps en temps, ça donne vraiment des résultats super, et que dans le cas du VC, c'est un risque qu'ils sont prêts à prendre. De même, donc créativité, dans le domaine de l'édition, où on a la plupart des bons bouquins sont écrits par un seul auteur. En fait, c'est très compliqué de faire un hit avec plusieurs personnes. Voilà. Alors après, on peut regarder la partie. Donc ça, c'était le positif par l'homogénéité. Vous pouvez aussi dire, ah ben moi je veux faire l'innovation par la diversité. Donc vous pouvez effectivement avoir, ici en haut à droite, dans les équipes advertising en publicité, vous pouvez avoir des équipes où vraiment ils essaient de mettre des gens totalement différents et de supposer que ceci va aller très bien. Voilà. Alors de manière symétrique, vous avez des industries où on se préoccupe de la performance basse. Donc là on arrive à nos amis d'Air France. Et donc dans la discussion qu'on a avec Air France, en fait eux ils disent c'est vachement marrant parce que en fait, nous on a toujours considéré que pour la sécurité des équipages, il fallait se mettre là parce que voilà, comme ça. Alors ça paraît probablement d'ailleurs pour vous aussi intuitif, mais il s'avérait que d'un point de vue théorique, personne n'avait été capable d'expliquer pourquoi dans le fond la bonne solution pour Air France c'était ça. C'est-à-dire on va pas... Bon maintenant vous dites ok il y a deux risques et il vaut mieux éviter qu'ils soient... ou ils ne s'entendent pas, ou il leur manque des infos, si on veut éviter mon risque, c'est d'être au milieu, et voilà. Cette théorie vous permet de le comprendre, et donc voilà, ça traite quelle industrie, si je veux éviter les catastrophes, High Reliability Organization, les centrales nucléaires, l'aviation, de même, je ne veux pas qu'il y ait une seule personne ou une équipe trop homogène, donc ce qu'on appelle le groupthink, je ne veux pas parce que, et en fait, au niveau recherche, tout vient de cette recherche au groupthink. Il y a 30 ans, il y a un monsieur qui a dit, si les équipes sont trop homogènes, c'est mauvais. Ils n'ont jamais réussi à montrer que dans le fond, une équipe homogène était en moyenne plus mauvaise. Mais par contre, par cette théorie, on peut montrer qu'une équipe homogène, oui, elle va plus faire de catastrophes. Ce qui était, en fond, ce qui intéressait le chercheur à l'origine, mais il n'avait jamais formulé la question sous cet angle-là. Voilà. Et donc, voilà. Une prochaine étape, pour votre information, je serais intéressé s'il y en a qui, dans la salle, ont
ont intérêt dans ce genre de questions, on aimerait trouver et travailler avec des entreprises qui ont des échantillons d'équipes intéressantes pour essayer de réexaminer ça sur le terrain. Donc s'il y en a qui sont intéressés, je serais tout à fait preneur et c'était une de mes motivations pour me présenter à vous aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup.